Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas du tout l'habitude de lire de discours, mais sur un sujet, on va dire, aussi particulier, parfois explosif. Il vaut mieux peser ses mots au trébuchet. Et puis surtout en ce lieu, je ne voudrais pas susciter plus de passion que nécessaire, bien que c'est d'abord de passion, autant que de raison dont il s'agit lorsqu'on parle de Palestine. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille ici, à l'Assemblée nationale, pour un colloque dont je sais qu'il est très attendu, bien annoncé et manifestement honoré, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dehors et qui vont nous rejoindre. Je sais qu'il a été préparé avec un grand professionnalisme, tant par les équipes de l'IRIS que par celles de la Fondation, Gabriel Péry. Je voudrais les remercier chaleureusement pour la qualité de toute la préparation et qu'il me soit permis, en tant que président de l'IRIS, de m'adresser particulièrement d'adresser mes amicales salutations à Pascal Boniface, Didier Billon et Michel Mazot. Si à partir de maintenant, c'est au titre de député que je m'exprime, je ne veux pas oublier mes engagements de jeunesse et mes luttes communes avec les jeunes Palestiniens que j'ai rencontrés lorsque j'étais moi-même étudiant. Ces jeunes qui, aujourd'hui encore, font preuve d'un dynamisme, parfois même d'un optimisme qui peut surprendre, mais qui est à tout point de vue remarquable, pris qu'ils sont entre l'étau de l'appareil répressif israélien d'un côté et de la corruption en Palestine de l'autre côté. Au risque de surprendre ceux qui ont l'habitude de m'entendre dénoncer très souvent les agressions du gouvernement israélien et les crimes qui ont été commis par son armée, je tiens quand même aussi à mettre en cause, car on le fait très rarement, la gangrène de la corruption qui n'est jamais évoquée. Les révolutions de l'histoire, et les plus récentes encore, dans ce que l'on a appelé le printemps des libertés, le printemps arabe, appelons-le comme on veut, l'ont montré, comme de tout temps. La revendication de souveraineté populaire s'appuie tout autant sur une aspiration à la dignité que sur la colère provoquée par la confiscation des richesses au profit d'une petite poignée de nantis. C'est au nom de ce droit à la souveraineté dont je viens de parler que je chéris tant pour nous-mêmes, Français, mais aussi pour tous les peuples qui ont la chance d'y goûter, que je me suis toujours engagé en faveur de celui des Palestiniens. C'est vous dire ma joie lorsque il y a eu ce vote positif de l'Assemblée générale de l'ONU, accordant le statut d'État membre observateur, certes, c'est un premier pas, mais d'État membre à la Palestine en novembre 2012. Une joie mêlée d'une certaine fierté après que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, à côté, avait annoncé que la France voterait bel et bien oui, fidèle à sa position constante depuis 1982. Et c'est d'ailleurs en parfaite cohérence avec des engagements répétés, mais plus particulièrement celui qui avait été pris par l'actuel président de la République, François Hollande, pour lequel nous étions plusieurs responsables socialistes à plaider. En lien avec la société civile, en lien avec les Palestiniens eux-mêmes et leurs représentants, bien sûr, d'abord, nous avons été plusieurs dizaines de parlementaires à enjoindre le président de la République à prononcer une réponse franche et positive à la démarche onusienne de la Palestine, dont l'axe structurant, la revendication principale, était évidemment la considération de la Palestine comme un État à part entière, premier pas vers la solution, vers toute solution. Il ne s'agissait pas pour nous, en effet, de défendre un préalable. Il s'agissait pour nous de défendre un préalable à une reprise des négociations sur des bases plus égalitaires, d'État à État, et non pas d'occupant à occupé. Évidemment, nous ne sommes pas naïfs sur la réalité du rapport de force qui existe encore aujourd'hui. Mais l'expérience nous enseigne qu'une victoire politique en appelle toujours d'autres, et surtout quand elle est consacrée par le droit. Elle redonne surtout confiance, et ça compte dans les mobilisations, à un peuple qui confondait souvent la fatalité avec son propre malheur. Ici, comme en toute chose, la pédagogie des luttes a aussi sa pertinence, et je voudrais rappeler à ceux qui ont trouvé peut-être que cela n'allait pas assez loin, combien cette première avancée, extraordinaire avancée du droit international, est déterminante pour la suite, est un point d'appui extraordinaire pour le combat du peuple palestinien. Dans le rapport de force actuel avec le gouvernement hyper-réactionnaire de Benyamin Netanyahou, cette reconnaissance onusienne consistait aussi, au-delà de l'enjeu juridique, à faire la démonstration d'un soutien international à la cause de la souveraineté palestinienne. J'ai pu moi-même constater l'ampleur de celle-ci sur les réseaux sociaux en initiant le mot-clé, hashtag en bon français Palestine 194, sigle de ralliement des messages de soutien à l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant que 194e État.
des messages de solidarité ont afflué du monde entier, dans toutes les langues, bien au-delà de ce que j'imaginais moi-même possible à ce moment-là. Mon engagement ne m'empêche pas d'embrasser quand même une approche pragmatique. Les postures radicales, drapées de pureté, je ne les trouve en général ni pertinentes ni porteuses de solutions. Je pense que les deux camps, comme tout le monde, je crois, qui est guidé par la raison en tout cas, doivent se parler et les bonnes volontés doivent s'unir. À quel point c'est possible? Difficile question. Et je crois que c'est lors de la première table ronde, si je ne me suis pas trompé dans l'ordre et l'agencement de notre programme, que nos intervenants auront l'occasion d'en débattre. Deux peuples pour la paix, je crois que ce sera à ce moment-là. Pour ma part, je reste sceptique sur la vitalité et la force du camp de la paix en Israël. Non pas qu'il n'existe pas, mais je vous livre ici une interrogation toute personnelle. Je ne parviens pas encore, vu les évolutions politiques de ces dernières années, donc je vous écouterai avec attention, à identifier de forces politiques israéliennes ayant un projet de paix susceptible d'arriver au pouvoir et de regagner la bataille culturelle dans la société israélienne. Car c'est un vrai enjeu que ce camp de la paix qui existe, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais soit en capacité, de manière plus durable et plus structurelle, d'influencer l'ensemble des élites, enfin une majorité des nouvelles générations et des élites en Israël. J'espère sincèrement être contredit par les intervenants et apprendre au contraire de bonnes nouvelles de cette réorganisation d'une société civile israélienne, elle aussi en mouvement, et vis-à-vis de laquelle on doit attendre beaucoup si on veut avancer, car je viens de dire par la force des choses, pour avancer, il faut être deux. Quelle forme prendra cette paix ? Indispensable évidemment pour les parties concernées, pour les peuples concernés, mais aussi pour toute la région, aujourd'hui troublée et dans un chaos très inquiétant. Un seul État, deux États, un État binational. J'avoue que je n'ai pas moi-même tranché la question, et d'une certaine manière, je pense que ce n'est ni à moi ni à d'autres que les personnes concernées de le faire. Mais ce sont des questions, des formules, des hypothèses qui sont toujours présentes en décor, en arrière-fond de nos réflexions. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut, comme objectif et presque comme préalable, et c'est toute la complexité de la situation, mettre fin à la colonisation. La seconde table ronde de la journée nous permettra donc, de ce point de vue, d'éclairer nos réflexions. Le colloque doit se clôturer par un échange sur l'action des acteurs internationaux, je crois. Nul doute que la nouvelle approche américaine sera longuement discutée. Bon, c'est une posture qui n'est certainement pas due à une soudaine philanthropie de la part de Washington. Elle s'inscrit plutôt dans un mouvement de retrait des États-Unis de la région moyen-orientale, suite au fiasco irakien, dont on voit encore aujourd'hui les conséquences dramatiques. Et je crois pour ma part que dans les efforts actuels de John Kerry, on perçoit surtout une volonté américaine de, comme ils disent, de liquider le conflit, c'est-à-dire d'effacer progressivement le ressentiment global, le ressentiment arabe vis-à-vis des Américains. Face à cet effacement, pour ma part, je plaide pour que les Européens s'impliquent fortement dans la défense du droit international en Palestine. Et il y a beaucoup à faire. Et de ce point de vue, je m'oriente là vers la fin de mon propos introductif. La France peut beaucoup. Et de mon point de vue, en tant que parlementaire français, vous comprendrez que c'est ma préoccupation première. Quel est le message de mon pays? Quelle est sa contribution à cet édifice qu'il reste à construire? La France peut beaucoup si elle garde à l'esprit qu'en Palestine se joue aussi la crédibilité du projet méditerranéen. Et comme je suis convaincu que notre avenir en tant qu'Européens, mais aussi en tant que Latins et Français, se joue beaucoup en Méditerranée, vous comprendrez pourquoi je lis pleinement les deux, et j'aurai l'occasion de le redire, pas plus tard que demain, parce que je me rends en Jordanie, conduisant la délégation du Parlement français à l'Union pour la Méditerranée. Avant de laisser la parole aux premiers intervenants, qui reviendront sur les mutations régionales, je veux exprimer mon entière solidarité et celle de nombreux de mes collègues ici à l'Assemblée nationale pour les parlementaires palestiniens qui sont actuellement en détention sans jugement dans les prisons israéliennes. Au début de mon mandat, j'avais reçu Mme Fadwa Barghouti et je voudrais très amicalement lui dédicacer cette rencontre. Son combat pour la libération de son mari et celui de tous les partisans de la paix, israéliens et palestiniens. Puisse la raison qui les guide triompher, c'est tout ce que nous devons souhaiter. Je vous remercie.